Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode de 30 ans sinon rien spécial Back to School. Alors vous qui avez certainement le cœur un peu lourd après des vacances passées trop vite et la tête pleine de nouvelles résolutions, rien de mieux que cet épisode avec Lauriane pour apprendre à ne pas changer drastiquement son quotidien, mais plutôt à adopter de petites habitudes, des changements de rien du tout qui sur le long terme peuvent faire toute la différence. Argent, relations, sommeil, micronutrition, on passe tout au peigne fin pour une rentrée sereine. Car comme le dit Lauriane, il faut avant tout penser longévité. Non mais moi je me fais refaire les seins direct. 30 ans c'est vieux ou pas? À notre trentaine. Je pense que j'aurais pu faire The Voice. Non, la famille c'est important. Je suis mariée, j'avais 21 ans, c'était pas du tout le même genre de jeunesse. Bonjour Lauriane. Bonjour Juliette. Je suis ravie de te recevoir sur 30 ans sinon rien. Moi aussi. Merci d'être venue, de t'être déplacée du 7e arrondissement, ça fait très loin. Oui, j'aperçois d'ailleurs mon quartier depuis mon fauteuil. Ouais, on n'a pas la vue sur la vidéo, mais bon, enfin sur l'interview, mais c'est comme ça. Écoute Lauriane, on va se parler d'un sujet qui touche beaucoup de trentenaires, si ce n'est tous les trentenaires, puisqu'on va se parler de vieillissement. Toi, tu appelles ça la longévité, qui est une façon un peu plus positive d'ailleurs d'en parler. Il y a plein de sujets qu'on va aborder, le sujet des relations, de la famille, de la santé mentale, du sport, de l'alimentation. Il y a vraiment plein de sujets dont on va parler. Peut-être juste avant de commencer, je vais te demander de te présenter rapidement parce que tu fais beaucoup de choses. Tu as une newsletter, tu as ton compte LinkedIn, tu as aussi lancé Instagram et puis bientôt, ça tu nous en reparleras peut-être à la fin, ton podcast qui arrive très bientôt. Alors, est-ce que tu peux te présenter puis nous définir aussi ce que c'est que la longévité ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Lauriane, j'ai 35 ans. Je vis donc dans le 7e, à Paris. Et donc là, ces derniers mois, je me suis vraiment focalisée sur la construction d'un média dans la longévité. Donc, j'ai démarré par créer des contenus sur LinkedIn qui ont super bien marché. Après, j'ai lancé une newsletter qui s'appelle Friday Formula, que j'envoie chaque vendredi. Et là, au début du mois où l'on se parle, j'ai lancé Instagram, où il y a eu une jolie explosion. Un déferlement d'abonnés. Donc ça fait du bien, c'est que le sujet touche. Et prochainement, en effet, le podcast Longevity Society, qui sort prochainement. Et pour répondre à ta question sur la longévité, en fait, on parle du vieillissement, comment passer sa vie le plus longtemps possible, donc vivre le plus longtemps possible, mais en bonne santé. Et donc, comment prendre soin de soi dès le plus jeune âge. Et j'aime bien cette phrase que la longévité, c'est pas rajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Ah, c'est joli, c'est une jolie tournure, sachant que tu en as une autre aussi, une tournure que j'aime bien, qui est que ta santé à 60 ans se construit à 35 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors, je dis 35, mais je pense qu'on peut aller même à 25. Ouais. C'est vraiment prendre conscience que notre corps est comme un vaisseau et c'est vraiment... on va le garder toute notre vie jusqu'à la fin et donc en prendre soin le plus tôt possible pour vraiment essayer de maximiser ses chances de passer ces derniers jours en pleine mobilité, en pleine clarté mentale, en pleine autonomie aussi, et de pouvoir vraiment profiter. Bah écoute, ça nous fait une belle introduction. Alors ça revient à ce que je disais juste avant, mais c'est pour ça que tu parles aussi des relations qui peuvent être toxiques et donc avoir un impact sur la vie. La notion du sport aussi, où tu disais en fait si tu marches 10 000 pas ou si tu fais plein de sport, en fait ça va pas forcément compenser le fait de passer ses journées assis ou assise. Bon, je spoil pas plus parce que avant de parler de tous ces sujets-là, j'aimerais qu'on revienne sur ton histoire qui est assez intéressante et assez bouleversante aussi parce que à 15 ans, tu as un accident où tu vas presque, où tu penses que tu vas perdre la vie. Tu perds aussi ta maman quelques années plus tard et pour toi, ça va être un bouleversement justement dans ce rapport que tu entretiens à la vie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc oui, à 15 ans, j'ai eu un grave accident de ski. Je
Je me suis fait percuter de plein fouet par un homme qui pesait le double de mon poids. Donc, aucun souvenir de l'accident, à part peut-être la porte de l'hélicoptère qui se ferme. Donc, gros accident physiquement, etc. Et quand c'est arrivé, j'étais dans un cours compétition, je suivais mon instructeur. C'est vraiment pas de chance, midi moins 5, dernière piste. Ah waouh, ah Ouais, oui, d'accord. ouais, Ah oui. vraiment, voilà, c'est, Ah oui, pas de chance, ouais. un homme qui regardait si sa femme le suivait et m'a pas vue. Et c'est quoi j'ai les volé dans les airs. séquelles? Tu disais de te souvenir juste dans l'hélico. Ouais, j'ai eu fracture du sinus, enfoncement de la pommette, j'ai été un peu écrasée au niveau de l'orbite de l'œil, cervicale, 6 côtes fêlées, j'ai même pas eu mal aux côtes tellement j'avais mal partout ailleurs. Ah waouh. Et puis le trauma crânien avec perte de connaissance du fait que je m'en souvienne plus. Donc en fait, Mais y il avait allait un- à quelle vitesse, le mec? C'est dingue. Ouais, c'est assez dingue, mais c'est surtout, je pense que je pesais 40 kilos, il en faisait 80, et donc du coup j'ai Waouh. volé, Ouais, ok. atterri la tête dans la neige. Il y avait un infirmier qui est passé qui trouvait pas mon pouls, donc il y avait la rumeur qui circulait, tu vois, sur les pistes que j'étais morte. Donc ma maman qui ne skiait pas, qui était en bas des pistes, quand on ça autour d'elle, c'était un peu le choc. Ah ouais. Donc Oui, donc en fait, voilà. t'as le traumatisme physique, mais j'imagine un peu psychologique aussi. Enfin, t'en parlais juste avant. ouais, Et complètement. ta convalescence, elle dure combien de temps? Je passe 1 mois à l'hôpital. Ah ouais. Je suis rapatriée donc des Alpes à Paris en ambulance parce qu'avec les sinus, je peux pas prendre l'avion ou autre. Et je suis défigurée. En fait, c'est assez impressionnant. La première fois que je me vois dans le miroir, là, ça, tu vois, là, je suis saisie un peu d'une émotion parce que tu te reconnais pas, t'es une sorte de monstre. Enfin, c'est assez violent. Ouais. Et par chance, pas eu d'opération, tout s'est remis. Ah ouais. Voilà, hein, tu me vois. Oui, oui, j'allais le On dire, pense alors pas. ça se voit plus du tout. Ça Hein. ne se voit pas. Mais ouais, voilà, au-delà du traumatisme physique, je dirais que j'ai une chance peut-être de pas m'en souvenir. Tu vois, de pas me souvenir. Voilà, c'est un peu. Du coup, je suis remontée sur des skis. Ouais. Ah oui, en c'est étant bien très ça. prudente, Ouais. du coup. Hein. Ouais. Là, c'est vraiment. Voilà, regarder en haut avant de traverser la piste. Mais toujours le même plaisir. Voilà, juste avec beaucoup de prudence. Ok. Et donc ton rapport, donc ça c'est une première étape qui va Ouais. changer justement ton rapport à la vie, à comment la chérir même. Ouais, Et qu'est-ce c'est qui ça. se passe concrètement? Qu'est-ce que tu te dis? Parce que c'est vrai que 15 ans, t'es en période d'adolescence, t'as envie d'être tout fou, après c'est ta vingtaine, c'est des moments où tu comptes pas trop les années, quoi. Ouais, c'est vrai. Et je pense que du coup, tu sais, au-delà du truc un peu YOLO, c'est un peu... Ok, là j'ai pris je me suis pris vers un gros croche-patte, tu vois, ça m'a fait vraiment un gros coup. Et du coup, qu'est-ce que j'en fais? En fait, qu'est-ce que j'en fais maintenant que c'est arrivé? Et c'était un peu le truc de me dire... Waouh, en fait, t'as vécu un choc et ça m'a fait prendre, tu vois, de la maturité directe. Tu vois, comme si j'étais devenue un peu une vieille dame dans une partie de ma tête. Et donc de voir un peu le monde autrement. Ouais. Et c'est assez drôle, tu vois. Et parfois, j'allais un peu... mes parents me comprenaient pas trop parce que je suis une petite fille de 15 ans. Je suis une gamine encore pour eux. Ouais. Et pourtant, j'avais des réflexions, des pensées qui n'étaient pas forcément de mon âge sur la vie et autres. Donc, je pense que Comme ça les quoi, rendait... par exemple? Ça pouvait être par rapport à l'argent, notamment. Ah ouais. Tu vois, une perception de... pas la même chose pour moi, faut en profiter, l'argent c'est un flux, plutôt chercher à en gagner plutôt que d'essayer d'économiser à tout prix sur des petites choses, tu vois, de me dire tout peut s'arrêter demain, qu'est-ce que je vais faire si j'ai des millions d'euros sur mon compte et si j'en ai pas profité un instant. Ok, donc t'avais pas encore des millions d'euros sur ton Non. compte, mais t'étais déjà dans une optique quand même d'en profiter. Ou en tout cas, dans comment en gagner. C'est vrai que à 15 ans, on se pose pas ces questions-là. Non. Et c'est intéressant. Alors, on va accélérer un petit peu le temps parce que donc, après, tu vas faire tes études en finance, etc. Et puis, ensuite, tu vas perdre ta maman. Donc, ça date il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai. Ouais. Et là, rebelote, tu vas... Est-ce que c'est à ce moment-là que tu lances un peu ton média sur la longévité ou tu avais déjà commencé? Non, ça va découler de cet événement. D'accord. Ok. Oui, ça s'est passé donc en 18 août 2023. C'est arrivé une semaine après, j'ai appris que j'étais enceinte. Ah ouais, waouh. Donc, gros électrochoc. Je pense que ça marque... Up and down, violent, quoi. Ouais. Ok. Et en même temps, je suis hyper reconnaissante car elle est partie dans la douceur de son sommeil.
Et je pense que c'est ce que je me souhaite Ouais. aussi. Certes, c'est un choc pour les personnes qui restent, mais en même temps, je suis soulagée parce que je ne l'ai pas vue souffrir. Elle ne s'est pas vue souffrir. D'accord. Elle était pas malade, en fait. Non, elle n'était pas malade. Ah, waouh, ok. Elle n'était pas malade. Elle avait fait un AVC 10 ans auparavant. On est un peu abonné aux maladies cardiovasculaires dans ma famille, donc D'accord. je suis assez vigilante là-dessus. Et donc, on a eu 10 ans de bonus, déjà, suite à son AVC. Et autant, de part, on en reparlera, mais là où je me suis formée en santé mentale et autres thérapies, j'avais vu sa dépression. Autant au niveau du corporel, j'avais pas vu des signes qui étaient en fait où l'infarctus allait arriver. Ah ouais, ok. C'est quoi les signes, par exemple, que tu peux voir? Tu avais déjà une sorte d'essoufflement. Tu vois, elle était très vite essoufflée. Parfois, ça pouvait être un peu de barbouillé. Ouais. On pense pas à barbouiller, on va pas appeler le SAMU. Pourtant, elle était barbouillée et elle est partie 12 heures après. Barbouillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Des nausées. Ouais, des nausées. Des nausées, toujours assez faibles. Enfin, tu vois, en fait, il y a plein de signes qui peuvent alerter, mais sauf qu'il faut les connaître. Et ça, c'est des signes, parce que je pense aux gens qui nous écoutent, si tout d'un coup, t'en as 2-3 qui se sentent barbouillés, ils vont se poser des questions, mais c'est quelque chose qui arrive plutôt à nos parents. Ouais, c'est plutôt à nos parents. C'est plutôt rare que ça nous arrive. Ou alors, c'est, je sais pas si on est diabétique, ce genre de choses. Ouais. D'accord. Ou on a des facteurs à risque, disons. Ok. Plus on a de facteurs à risque, plus c'est sûr que ça peut nous arriver D'accord. plus tôt. Ouais, ok. Et donc, tu perds ta maman, donc ouais, c'est quand même assez soudain, même si, comme tu disais, il y avait quelques signes, mais c'est soudain, d'autant plus que tu es enceinte d'une semaine. Qu'est-ce que ça provoque en toi? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Ça faisait une semaine que j'avais appris. Ça fait une... Donc, coup, tu vois, je suis tombée enceinte le mois d'avant. Et j'ai eu une petite période un peu sombre de 2 semaines, le temps un peu d'encaisser, de réaliser. Et en même temps, ça m'a donné tellement de force. Enfin, j'ai tout organisé, tu vois, ses obsèques et autres. J'étais un soutien pour mon père. Et je me suis dit, ok, t'es enceinte. Tu fais grandir un bébé à l'intérieur de toi. Il faut que tu sois au top. Ouais. Donc en fait, j'ai fait une grosse pause, boulot et autres, pour me focaliser sur moi. En me disant, plus je vais bien, plus mon bébé ira bien. Ouais. Et donc, du coup, j'ai une de mes meilleures amies qui me dit j'étais un bœuf de Kobe pendant la grossesse. Tu vois, j'allais me faire masser. J'ai fait tout un tas de choses, de la sophrologie aquatique pour les femmes enceintes. J'ai refait une retraite Vipassana, tu sais, les retraites silencieuses. Enceinte, c'était fabuleux. Enfin, tout un tas de choses pour aller bien, vraiment... Donc j'ai vécu une super grossesse. Ouais. Ça me fait penser, alors c'est peut-être une première question à laquelle tu auras la réponse. On dit que quand on est enceinte, c'est vrai qu'il faut être bien parce qu'en fait, à ce moment-là, le bébé reçoit tout, ressent tout déjà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis entièrement d'accord. Il y a une sorte de fusion qui se crée. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, toutes les femmes peuvent avoir un ressenti différent. Donc là, c'est vraiment très personnel. Ah oui, d'accord. C'est pas scientifique, quoi. C'est pas avéré. Alors, en termes d'émotions, tout ce qui se passe, etc., enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui se passent entre les muqueuses, etc., Enfin, tu vois, on fait grandir un corps à l'intérieur d'une autre. Donc, évidemment, il y a plein de choses qui se passent. Et je pense que les enfants sont des éponges quand ils sortent du ventre, mais ils le sont également à l'intérieur. D'accord. D'où l'idée de faire attention à soi, tu vois, à son sommeil, à ses relations, à son stress. Oui, le stress oxydatif, par exemple, ça peut avoir un impact sur le fœtus. Qu'est-ce que ça... Donc, à ce moment-là, tu vas créer la genèse de ton média longévité. Qu'est-ce que tu commences à mettre en place? Comment ça se développe? Alors, c'est assez intéressant. En fait, j'ai commencé par observer, avant de lancer le média dans la longévité, observer tout ce qui se faisait dans la health tech. Ouais. Donc j'ai regardé partout à travers le monde. La technologie de la santé. Hein. Exactement. Ouais. Que ce soit en santé mentale, en nutrition, j'ai regardé aussi tout le marché des compléments alimentaires. Et vraiment, je suis allée partout. Enfin, j'ai fouillé partout. Et en fait, j'ai fait un peu ce travail de recherche pendant 1 an. Ouais. Avant de penser à lancer le média. J'ai pensé dans un coin de ma tête, mais je ne l'avais toujours pas lancé, parce que je pense que j'avais besoin de ce travail fondamental pour voir comment ça fonctionnait dans ce monde avant d'y rentrer. Et qu'est-ce que tu cherchais à savoir ?
comment aider les gens. D'accord. Comment aider les gens à se sentir mieux dans leur tête. Donc je me suis intéressée à un moment à la santé mentale, j'ai regardé ce qui existait en termes de dispositifs médicaux. Ça peut être soit des petits appareils connectés, soit des applications mobiles, mais qui sont vraiment à vocation médicale. Et du coup, ok, qu'est-ce qui fonctionne pas, là où c'est trop tôt ou pas pour le marché. Et donc du coup, ce travail-là m'a permis d'avoir une connaissance de ce qui existait déjà, comment ça fonctionnait. Je me suis intéressée à un moment au gaming, enfin tu vois, la gamification là-dedans, pour donner envie aux gens, ok, je vais mieux, mais pas se lasser, tu vois, d'une approche d'accompagnement, de choses concrètes qu'on peut mettre en place. Ok. Et j'avais toujours cette petite voix dans ma tête tout au long de ce processus de me dire, lance un média, crée une communauté autour de ce projet. Et du coup, j'ai lancé ça, tu vois, donc, on est quand donc octobre 2025. D'accord. Ok. Première Donc étape, il y a quasiment un an, quoi. Ouais. Tu parles d'une chose qui est assez intéressante sur la longévité. Tu parles d'une approche systémique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est parce que j'imagine 3 piliers dans la longévité. Le premier, évidemment, la santé, parce que c'est la base de tout. C'est l'énergie, la clarté mentale, comment on se sent dans son corps. Comme on parlait tout à l'heure du vaisseau, j'aime bien aussi dire le mot du véhicule qu'on a tout au long de sa vie. Ensuite, l'argent. L'argent comme, pas seulement comme le confort, mais comme marge de manœuvre, tu vois, qui permet de choisir, comment on veut profiter de la vie, jusqu'à quand on peut en profiter. Donc vraiment, cette sorte de liberté. Et enfin, les relations, c'est un peu ce qui donne du sens. Où est-ce que je pose mes limites ? Est-ce que j'ai des relations toxiques autour de moi ? Est-ce qu'il y a des gens qui m'épuisent ? Qu'est-ce qui, justement, m'inspire ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Et comment je crée du lien en permanence et j'ai ce lien-là qui me relie au monde. Et pour revenir un peu sur l'argent et même tout ça, dans la longévité, on parle de lifespan, c'est combien d'années l'on vit. On parle aussi de health span, c'est combien d'années on vit en bonne santé. Et j'aime bien rajouter le wealth span, c'est combien d'années on a à vivre avec le plus de liberté financière. Parce qu'en fait, tu vois, on a une société qui vieillit. Donc en fait, si on vit 10 ans, 20 ans même, allez, 30 ans de plus, comment est-ce qu'on finance ces dernières années ? Tu vois, ça rebat un peu les cartes parce que du coup, on va vouloir profiter de plus en plus. Donc c'est-à-dire, on va vouloir voyager, aider ses enfants, créer, apprendre, se former. Tu vois, faire tout un tas de choses quand on sera plus vieux. Les héritages vont être aussi décalés dans le temps. Et tu vois, avec des retraites sous pression, des jobs qui ne sont pas forcément toujours linéaires, tu vois comment cette nouvelle dimension apparaît. Et donc, au final, c'est comment avoir, à travers ces piliers, santé, relations, argent, plus de la liberté, de la vraie. C'est hyper intéressant que tu mettes le sujet de l'argent. C'est vrai que ça peut provoquer beaucoup de stress et qui dit argent, ça englobe aussi le travail, plein de choses. Ça reste assez abstrait pour moi. Ce serait quoi les premiers conseils peut-être que tu donnerais ou les premières choses à regarder, les signaux à observer ? La première chose à laquelle je pense, c'est notre relation à l'argent. D'accord. C'est quel est mon rapport à l'argent ? Est-ce que, rien que je parle d'argent autour de moi, est-ce que ça me met en stress ? Est-ce que je suis complètement à l'aise ? En fait, c'est quoi les émotions qui arrivent quand je parle d'argent ? Ok, d'accord. Tu vois, j'ai écrit une newsletter là-dessus sur l'argent comme baromètre émotionnel. Ouais. Tu vois, et donc du coup, de faire un petit peu un audit de sa vie par rapport à l'argent. Est-ce que tu dirais, par exemple, aux gens T'as des gens qui sont radins, mais ils le savent pas. Est-ce que ça, c'est tu vois, est-ce que tu t'adresses aussi à eux ? T'as aussi des gens qui sont très dépensiers, qui ont un rapport à l'argent très compulsif, mais qui le savent pas. Comment tu fais pour te rendre compte de tout ça ? Tu vois, quand tu penses à l'argent à titre personnel, c'est difficile de savoir qui tu es vraiment par rapport à l'argent. C'est de se poser la question, en fait. C'est de se poser la question, et si on n'en a pas conscience, et si on veut le savoir, en fait, demander autour de soi. Et peut-être en cadrant le sujet en disant, j'ai envie de comprendre un peu qui je suis par rapport à l'argent.
est-ce que tu me trouves plutôt radin, plutôt dépensier par rapport à ce que tu as vu de moi ces derniers temps, ces dernières années ? Est-ce que j'ai évolué ? Est-ce que ça a changé ? Ouais. Est-ce que peut-être à une période quand j'étais salariée, tu me trouvais hyper généreux et peut-être que quand je suis devenue entrepreneur, ça l'a moins été ou vice-versa ? Tu vois, est-ce qu'il y a eu des changements de vie qui ont provoqué peut-être des changements de comportement ? Ouais. Mais ça, je veux dire, quand tu dis, par exemple, la nutrition, tu sais tout de suite que si tu manges mal, bah, tu vas pas être bien dans ton corps, tu vas prendre du poids. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent ? En fait, c'est la même chose, c'est du stress. Donc, c'est-à-dire, en fait, si tu sais pas combien tu vas avoir à la fin du mois, tu sais pas combien il te reste, si tu te dis, ok, demain, tu as une dépense de 1 500 €, t'as pas le choix, tu dois la payer, qu'est-ce que ça crée chez toi ? Est-ce que tu dis, bon, bah c'est bon, j'ai de côté, donc du coup, je peux régler, il n'y a aucun problème ? Ou est-ce que, mon Dieu, comment je vais faire ? J'ai pas du tout mis de côté, donc j'ai pas de marge de manœuvre. Et c'est ce truc de liberté, en fait. Tu vois, c'est... Ok, ça offre du confort, mais c'est de la liberté, parce que sinon, en effet, tu vas être stressé, et en fait, ce stress va impacter ta santé, mais ça peut aussi impacter tes relations, parce que tu peux mettre de la pression aux autres, ou tu peux être moins disponible pour les autres, plus stressé, plus à fleur de peau. Tu vois, donc c'est pour ça que ce triptyque est hyper intéressant, et que l'un va nourrir l'autre, et vice-versa. Tu vois, parce que quand bien même, imaginons, j'ai bien donné cet exemple, t'es en bonne santé, tu es très aisé financièrement, donc tu es dans sa superbe villa à Saint-Tropez, mais tu es seul, je pense que tu es profondément malheureux. Ouais. En fait, il y a un certain niveau. En fait, il y a un certain niveau, on pourra retrouver le chiffre, mais à partir d'un certain montant annuel que tu gagnes, les gens ne sont pas plus heureux. C'est ça qui est hyper intéressant. Il y a un graphe là-dessus que je te montrerai. Vrai. Tu vois. Et alors, c'est intéressant justement ce triptyque. Donc, on parlait d'argent et du coup du rapport au stress. Et ce dont tu parles qui est intéressant, c'est le rapport à la liberté. Finalement, c'est se laisser le choix. Tu parlais de l'impact sur les relations. C'est quoi ton point de vue justement sur les... Pourquoi est-ce que la relation ou les relations sont si importantes dans ton rapport à ta longévité ? Il y a une super étude d'Harvard du coup, qui a été menée et en fait on voit que peu importe le travail, le niveau d'argent, même sa santé, ce qui reste le plus important tout au long d'une vie, c'est la qualité du lien, la qualité des relations qu'on entretient avec les autres. Et donc c'est pour ça que le lien social est hyper important. Tu vois, il y a de plus en plus de solitude aujourd'hui. C'est... Alors, chiffre à vérifier, mais je crois que c'est 25% de la Gen Z qui se dit ne pas avoir d'amis. Ah, waouh. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est vraiment énorme. Voilà, en fait... Et c'est quoi les causes ? C'est quoi ? C'est l'individualisme ? C'est... Réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui poussent à l'individualité. Et puis, je pense que tu as la solitude. Je pense que t'as connu ça comme moi, et ceux qui nous écoutent probablement. Quand j'ai grandi... on allait sonner chez notre voisin pour voir s'il était là, chez nos amis... Tu vois, en fait, il y avait ce lien, on arrivait, je sais pas, chez de la famille, à l'improviste. Tu vois, maintenant, là, quelqu'un frapperait à ta porte sans prévenir. Ouais, on trouverait ça bizarre. On pourrait trouver ça un peu bizarre. Ouais. Tu vois, donc je pense que les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a du lien. On s'envoie des mèmes, on s'envoie 15 mèmes par jour et on a l'impression qu'on entretient un lien, mais en fait, non. C'est même le contact physique. Tu vois, les super hormones qui sont diffusées dans notre cerveau quand juste on se touche. Tu vois, quand on se fait un câlin. Donc c'est... Ouais, il y a besoin de présence. D'accord. Ah oui, ok. Et tu parlais donc de présence, plutôt de relations positives. Tu as aussi la notion des relations toxiques. Tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des relations toxiques, que ce soit dans le prisme amical, mais tu as le prisme amoureux, familier ou encore professionnel. C'est quoi ce que tu recommandes, ce qu'il faut mettre en place ? Alors déjà, à mettre en place, et si on l'a conscientisé. Tu vois, parce que parfois on peut rester dans des relations toxiques, on ne se rend absolument pas compte qu'on est dedans. Et une fois qu'on s'en est rendu compte, qu'est-ce qu'on fait ? C'est d'aller chercher du lien ailleurs, en fait. D'accord. Tu vois, c'est, dans cet environnement, imaginons au travail, est-ce que j'ai des personnes ressources qui peuvent m'aider, sur lesquelles je peux aller, avec qui je peux aller rire, avec qui je peux aller partager un moment, etc. Et même si au travail ça ne fonctionne pas, j'aime bien à dire on n'est pas des arbres. En fait. Si à un moment ça ne colle absolument pas dans un travail avec les gens avec lesquels on est, parce qu'un environnement c'est hyper important. Tu sais, on dit que on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Bon du coup, si on passe la journée avec des collègues toxiques, ça va pas, faut changer. Et pareil dans les relations amicales. Dans les relations familiales, j'aime à dire parfois il faut juste couper les ponts. Donc ça peut être parfois que 2 appels par an à une personne.
si la personne est trop toxique, et c'est ok. Mm. Mais en effet, pour moi, l'environnement, il est hyper important. Et donc, du coup, c'est complètement ok d'en changer. Ouais. Tu vois, et c'est ok de se dire, bon bah, ok, j'ai plus d'amis de quand j'étais au collège, alors que j'ai un copain qui a encore tous ses amis du collège. Ok, mais ils ont peut-être évolué de manière différente, pas comme moi. Tu vois, donc en fait, c'est juste, quelle est ma perception individuelle ? Est-ce que je me sens bien à l'idée, bon bah, de laisser tomber, entre guillemets, certains copains ou pas ? Je pense à ça aussi. Alors, je sais pas si tu as fait des recherches là-dessus ou étudié, mais tu as des gens qui vont être très dépendants des autres aussi, qui ont beaucoup de mal avec la solitude. C'est quoi tes recos là-dessus ? La première, c'est de se connaître. En fait, il y a un test qui s'appelle le MBTI. Et en fait, t'as 16 personnalités à l'intérieur. Et en fait, ça te donne 4 lettres. Donc, tu as 16 possibilités de combinaison. Et la première lettre, c'est I ou E. Donc, c'est intérieur-extérieur. En fait, c'est qu'est-ce qui te donne de l'énergie ? Est-ce que c'est d'être avec des gens, et ça va te ressourcer, d'être avec plein de gens autour de toi ? Ou est-ce que ça t'épuise ? Tu vois, est-ce que quand je suis seule, je me retrouve, j'ai ma jauge d'énergie qui se remplit, alors que, tu vois, si je suis toute seule chez moi, je me dis, mais j'ai raté ma vie, je loupe des choses, tu vois. C'est en fait, quelle personne je suis. Ok, et ce test-là, à la fin, il va juste te dire, entre guillemets, quelle personne t'es ou c'est quoi les conclusions que t'en tires et qu'est-ce que tu mets en place ? Alors déjà, il y a plein d'autres paramètres dans ce test, mais en tout cas, par rapport à ça, en fait, c'est quand on en prend conscience, encore une fois, de la conscience, bah du coup, en fait, je suis ok de rester chez moi. Je suis ok de rester seule chez moi, avec un bouquin, en fait, je suis hyper bien. Et c'est ok de rater une soirée, parce qu'en fait, je sais que ça va me coûter trop cher en énergie. Tu vois, et j'ai appris ça, je pensais vraiment que... sans connaître ça, tu vois, oui, en effet, l'extérieur, le monde extérieur me nourrissait, les gens, etc. Et au bout d'un moment, là, je me rends compte à 35 ans, non, en fait, ça m'épuise. Donc, je peux pas enchaîner plein d'événements, tu vois, sur une semaine, parce que j'ai besoin de ce temps de récupération. Ouais. Tu vois. Et du coup, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce qui me fait du bien ? Au-delà d'être avec des gens. Tu vois, est-ce que quand je vais à un cours de, je sais pas, boxe, pilates, yoga, peu importe, est-ce que ça me nourrit ? Est-ce que quand je vais faire du théâtre, est-ce que ça me nourrit ? Et du coup, peut-être trouver des activités, une promenade, un cours de je ne sais pas quoi, enfin, trouver des activités qui me nourrissent quand je peux pas aller, tu vois, tous les week-ends voir des personnes. Tu vois, et donc du coup ça peut être voir d'autres personnes, mais dans le cadre d'une activité, etc. Tu vois, si on a un besoin d'être entouré, on peut trouver d'autres choses pour l'être. Parce que le problème va être que en fait, en étant peut-être tout le temps avec du monde, etc., on peut aussi tomber dans le truc un peu toxique. C'est pour ça que tu dis d'aller chercher peut-être des loisirs, des choses à faire, etc., pour diversifier un peu ce rapport aux relations. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on va voir d'autres personnes, en fait, ça peut même nous ouvrir. Des personnes qui peuvent être peut-être soit renfermées sur elles, et donc du coup, tu sais, même si elles ont besoin des autres, parfois, t'as des personnes qui existent à travers les autres. Tu vois, donc en fait, c'est vraiment ce truc de, ok, quand je suis seule chez moi, ça c'est ce que tu me demandais, j'ai l'impression en effet d'être dépendant d'un tel qui va me proposer telle ou telle chose, c'est qu'est-ce que je peux prévoir, organiser pour moi, et rien que pour moi. Et qui me fasse tout autant de bien, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, c'est prendre soin de soi, finalement. Ouais. Parce qu'on est la personne la plus importante de sa vie, j'ai envie de dire. Oui, parce que ça va nous mener à notre troisième point, qui est la santé, et donc plutôt la santé physique, parce que effectivement, dans les relations, ça peut être épuisant aussi, et notamment s'il y a ce truc d'avoir besoin d'être tout le temps entouré, ça veut dire faire tout le temps beaucoup de choses et s'oublier un peu. Sur la partie santé, donc plutôt physique, il y a aussi beaucoup de choses, tu as beaucoup de recos, tu parles de plein de choses. Je parlais tout à l'heure, au début de cette interview, du sport. Pour toi, c'est quoi les idées un peu reçues, tes recos, ton point de vue ? Alors, déjà bouger. En fait, bouger, on a une vie super sédentaire, on passe des heures et des heures sur des ordinateurs ou sur son portable. Tu regardes dans le métro, les gens, ils sont voûtés, ils ont vraiment, pour ceux qui nous écoutent, le cou, on est renfrogné, on a les épaules levées, on a les yeux rivés sur le téléphone qui est en bas. Du coup, en fait, on perd en ouverture. Tu vois, donc c'est déjà, rien que si on passe... Moi, j'ai un minuteur où toutes les 30 à 45 minutes, je me lève, je fais quelques pas, je fais des roulements d'épaule, je m'étire, ça craque. Enfin, tu vois, D'accord. J'essaie de bouger un tout petit peu et je me remets à bosser. Parce que, en fait, c'est ce truc de 1 heure de sport ne compense pas 12 heures assis.
Tu vois, Ouais. donc t'as beau faire 1 heure de sport, si tu passes 12 heures les yeux rivés sur ton écran, non. C'est Ouais. toujours cette mobilité. Par exemple, un conseil qui est génialissime et qui est hyper simple, c'est après les repas, tu marches 10 minutes. Si tu peux pas marcher parce que t'es chez toi, bah, tu fais 15 squats, juste tu bouges. Ouais, d'accord. Il y a toujours un moyen. Si vraiment c'est possible, bah, tu sors marcher à la lumière. Sinon, tu passes l'aspi, quoi. Tu passes la tâche ménagère, ça aide beaucoup, la clarté mentale, etc. Ouais. Et ça, c'est... donc toi, mais j'imagine aussi de quand même garder une activité sportive régulière en Ouais. plus. Ouais, complètement. Sur la sédentarité, c'est intéressant que tu parles de ça. C'est vrai qu'on a tous des jobs plus ou moins où on passe beaucoup, beaucoup de temps assis. C'est quoi l'impact? Il y a un super bouquin écrit par notamment Alexandre Dana qui s'appelle La chaise tue. D'ailleurs, Alexandre Dana, que je fais un coucou, il est venu dans mon podcast. D'accord. Et ils ont fait toute une étude sur justement ce phénomène. J'aime bien dire, ça a été aussi repris par plein d'autres, sitting is the new smoking. Ok. Tu vois, de se dire en fait c'est hyper dangereux pour notre santé, pour tout un tas de choses, et il en parle super bien. Tu sais, il y a ce film Wall-E, ce film d'animation Wall-E qui est génialissime, et pareil qui illustre ce truc de sédentarité, d'écran. Et pourtant, Oui, chez les humains qui deviennent très gros, qui ont des muscles qui sont atrophiés et qui ne peuvent plus marcher, quoi. Exactement. Ouais. Intéressant. On va parler maintenant du sujet de l'alimentation. Tu disais tout à l'heure que tu t'avais fait 1 an de recherche, et notamment sur les compléments alimentaires. C'est de plus en plus à la mode, les compléments alimentaires. On en voit partout, à tous les niveaux, en collagène, vitamines, etc. Tout à fait. C'est quoi, toi, ton point de vue sur ces compléments alimentaires? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu nous recommandes? Je pense que c'est ce qui vient un peu en dernier. C'est-à-dire les compléments alimentaires, si on n'a pas la base, à savoir le sommeil, l'alimentation et le mouvement, ça sert à rien. D'accord. Enfin, rien. Je dirais pas ça. Il y a on va dire le minimum. Tu vois, vitamine D, oméga 3, enfin, des choses quand même un peu minimales. Mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Tu vois. D'accord. Si on dort 6 heures par nuit, complètement fragmenté, si on ne bouge jamais, si on a une alimentation qui n'est pas du tout adaptée, complément alimentaire, ça va pas bien nous sauver. D'accord. Donc c'est vraiment ce qui vient en dernier dans l'optimisation. Tu as des études aussi, des analyses, qui te permettent d'analyser tes carences, etc. Il faut commencer par ça. Ouais. En fait, parce que du coup, il y a plein de gens qui prennent tout un tas de choses, soit... C'est la micronutrition, Exactement, un sujet passionnant. Mais du coup, avant de se complémenter, faut regarder en fait où on en est. Ouais. C'est la base. Est-ce que j'ai un déficit en iode, en sélénium et du coup, comment est-ce que je peux le rétablir? Évidemment, par exemple, rien que pour l'iode et le sélénium, l'iode, on peut se supplémenter, mais on peut aussi acheter un tartare d'algues en magasin bio et manger un petit peu de tartare d'algues tous les jours si on ne mange pas assez de crustacés, par exemple. Tu parlais d'un autre sujet tout à l'heure, c'est le sommeil. Y a beaucoup d'applis qui existent, Petit Bambou pour ne pas les citer, etc. Tu as aussi beaucoup de recos. Avec les mondes connectés, on peut analyser son sommeil. Tu as beaucoup de gens qui, malgré tout, ont beaucoup de mal à avoir des sommeils vraiment profonds ou qui vont vraiment être régénérés. C'est quoi tes 2-3 conseils pour avoir un bon sommeil? J'en ai plein, 2-3. Ok. Allez, les 2-3 premiers. Là, ce qui me vient, c'est enlever son téléphone de la chambre, je vous en supplie. C'est vraiment un truc impossible qui change. Si c'est ton réveil, comment tu fais? On achète un réveil. D'accord. On achète un réveil, ou alors on a un deuxième téléphone, peut-être un vieux téléphone qui te sert juste de réveil. Mais je vous en supplie, sortez vos téléphones de la chambre. Parce que qu'est-ce qu'on va faire le soir? On va scroller. On va regarder ses mails, ses notifications, etc. Qu'est-ce qu'on va faire le matin? On va faire exactement la même chose. Et en plus de ça, potentiellement, si on passe 1 heure le soir à scroller, 1 heure le matin à scroller, on perd 2 heures dans sa journée. Alors le matin, peut-être un peu moins, mais on va se lever, on va prendre son téléphone et on va regarder ses notifications. Enfin, en fait, on va être absorbé par l'extérieur au lieu de revenir à soi. Et en fait, personnellement, je laisse mon téléphone à charger dans le salon toute la nuit.
Et c'est très bien comme ça. Ça a changé vraiment. Parce que les écrans aussi te tiennent éveillé. Les écrans te tiennent éveillé. Tu as cette fameuse lumière aussi le soir. La lumière où, en fait, bleue. ton cerveau ne comprend pas qu'il doit se mettre en mode en fait, c'est bientôt l'heure de dormir. Donc, après, il y a des lunettes qui existent. Pareil, je mettrai le lien d'une super marque dans la description. Et donc, du coup, tout ça, évidemment, ça aide. Donc, ce qui est bien, c'est d'enfiler ces petites lunettes qui sont orange d'ailleurs pour filtrer cette lumière dès 21h, par exemple, et ensuite laisser son téléphone dans la chambre. Après, tu as être dans le noir complet, éviter le bruit, donc ça c'est boule caisse, masque. Et tu as un truc qui est génialissime, que je pratique le soir, mais également avant les repas, c'est la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est hyper facile, c'est de la respiration. La respiration, c'est un outil qu'on a tout le temps avec soi. Donc même en situation de stress, peu importe lequel dans sa journée, on peut aller prendre 5 minutes pour respirer. Donc c'est vraiment 5 secondes j'inspire, 5-6 secondes j'expire, et je fais ça plusieurs fois, et en fait ça va ralentir tu vois, à l'intérieur de moi. D'accord, un peu comme tu vas le faire au yoga. Exactement. Quand tu fais du yin, où Ouais. tu travailles vraiment la respiration pour ralentir, comme tu dis. Donc ça prépare aussi ton cerveau à lui dire coucou, on va dormir, quoi. On se calme. Ok. Ouais, c'est vraiment ce moment temps calme. D'accord. Ouais, temps calme. Hyper intéressant. J'ai deux derniers points. J'allais dire un, mais en fait j'en vois deux, donc j'aimerais bien parler avant qu'on conclue cette interview. En tout début d'interview, tu parlais justement des signaux, notamment tu parlais de ta maman. Ce serait quoi les signaux d'alerte, peut-être pour quelqu'un qui nous écoute, qui doit observer justement, si tu vois, il malmène un peu sa longévité, c'est quoi les 2-3 signaux à regarder, à observer chez soi? En fait, on en revient un peu, tu sais, à ce dont on parlait. À savoir, si je dors mal, si ça fait longtemps que je dors mal, mais en fait, il y a peut-être un problème. Donc, d'aller un peu chercher la cause de ce problème. Et du coup, d'aller chercher des solutions. Et si les solutions ne fonctionnent pas, peut-être d'aller en chercher d'autres. Tu vois, de se questionner, en fait, là-dessus. De se dire, non, mais je suis épuisée, je suis fatiguée, ça fait des mois, c'est normal. Surtout que les femmes ont tendance un peu à minimiser ce qu'on vit. Donc ça, c'est déjà un premier signe. La même chose pour l'alimentation. En fait, je me sens ballonnée, j'ai des problèmes de digestion. Non, c'est normal, j'ai toujours été comme ça. Non, en fait, c'est peut-être qu'il y a un aliment qu'on digère mal, une imperméabilité au niveau de l'intestin, etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être la cause de ces mots MAUX. Tu vois, donc, vraiment être à l'écoute de son corps. En fait, c'est vraiment ça. Il y a, par rapport à la santé mentale, en fait, c'est aussi observer des choses qui reviennent. Par exemple, j'ai tendance à mal me parler dans ma tête. Je suis assez irritable. En fait, un peu parfois peut-être des changements de comportement. Alors les femmes, on est cyclique, hein, donc du coup, c'est vrai que... Je pense exactement à ça. Donc, évidemment, il y a des moments où ça peut nous arriver par rapport à nos chutes hormonales et autres. Mais en revanche, si ça dure dans le temps, en fait, il y a peut-être une sorte de nervosité, peut-être un stress oxydatif qui est élevé, et donc du coup d'où les analyses, d'où aller voir comment est-ce que je peux faire diminuer ça. Est-ce que je vais aller davantage, je sais pas, méditer, être accompagnée par un thérapeute, ou alors qu'est-ce qui peut stresser tout bonnement dans ma vie. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait tout est interconnecté. Tu vois, notre cerveau, nos intestins, donc en fait s'il y a un dérèglement quelque part, tu sais, c'est un pilier qui se casse la figure, et donc du coup tu vois, c'est l'équilibre qui n'est pas là. D'accord. Et j'ai donc ma deuxième question, c'est en fait, c'est vrai que depuis tout à l'heure, depuis le début, on parle de façon assez générale, mais est-ce que tu fais une différence aussi dans les recommandations que tu fais, que ce soit pour un homme ou pour une femme? Tu parlais justement du cycle hormonal. Est-ce que ton approche, elle est globale, ou quand même tu différencies un peu les deux? Elle est globale, mais clairement, il y a une différence fondamentale. C'est parce qu'en fait, la santé a été pensée sur un corps d'homme pendant très longtemps. Et c'est seulement à partir des années 90 où on a enfin fait des recherches sur le corps de la femme. Donc il y a un biais qui est énorme et qu'on tend à combler, mais il est tellement énorme qu'on en est encore très loin. Donc du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire, par exemple, on parlait de l'infarctus, par exemple, les signes de l'infarctus diffèrent entre un homme et une femme. D'accord. Tu vois, on va mettre, il y a
30 minutes d'écart de différence pour constater qu'une femme a un infarctus par rapport à un homme. Ah, C'est wow. énorme. Ouais, c'est énorme. Je crois que c'est ce chiffre à vérifier. Mais tu vois, donc du coup, c'est prendre conscience qu'on est... C'est 2 corps différents. On ne fonctionne pas de la même façon. On a des cycles de 28 jours, un homme a un cycle de 24 jours. Et donc du coup, c'est pour ça que je parle de longévité féminine. C'est comment est-ce qu'une femme peut être mieux informée, mieux éduquée, comprendre davantage son corps, son cœur, ses pensées, sa santé à travers tout ce qu'on connaît de charge mentale. Je ne dis pas qu'elle est exclusivement féminine, mais les femmes portent énormément depuis longtemps. On porte la vie, on fait tout un chemin à travers le fait de devenir mère, les hommes aussi évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue biologique, même physiologique, mental, dans par exemple le fait de devenir mère, et c'est un gros sujet, tu vois, chez une trentenaire. Ça pourrait être un autre épisode. Ça pourrait être un autre épisode. Clairement, oui. Ouais, voilà, donc le fait de penser la longévité féminine, parce qu'on n'est pas des petits hommes, Ouais. on est vraiment un corps complètement différent et qui est encore largement malheureusement sous-étudié. Tu vois, il y a de moins en moins de chercheuses femmes, et malheureusement c'est souvent les chercheuses femmes qui cherchent sur le corps des femmes. Ah oui. Tu vois, donc c'est ça qui est hyper intéressant, et c'est d'avoir raté les signaux chez ma maman qui a fait que j'en ai fait ma mission de vie, de me dire si peut-être une fois une femme peut, à travers tout le média que je suis en train de construire, se dire « Ah mais en fait là ma maman elle a des signes précurseurs de telle ou telle maladie parce que j'ai relayé des infos de super associations, de super initiatives telles que Agir pour le cœur des femmes de cette super cardiologue à Lille. » Bon bah ok, en fait ça a marché. Rien qu'une personne pour laquelle ça aura un impact, ok, job is done. Écoute, c'est une belle conclusion. On arrive à la fin de cette interview. J'avais une dernière question. Est-ce que tu pourrais peut-être... On s'est dit énormément de choses. Donc, tu as le rapport aux relations, l'argent, la santé. On a parlé plein de choses. Est-ce que tu aurais peut-être un message, une reco aux gens qui nous écoutent et peut-être même aux femmes qui nous écoutent sur la longévité pour vieillir moins vite, certainement, mais surtout vieillir mieux? Ouais, c'est une belle question. C'est difficile de répondre de façon brève. On en parlait tout à l'heure, l'écoute de soi. Tu vois, l'écoute de son corps. En fait, si on a quoi que ce soit où on se dit ah, peut-être que c'est pas normal, si là une personne m'écoute et se dit non mais non si je suis fatiguée, je suis stressée, c'est normal. En fait, si vous dites un truc c'est normal, en fait peut-être il y a 90% de chances que ça ne le soit pas. Donc, vraiment se renseigner, en fait, aller chercher des infos. C'est tellement facile maintenant, même vous faites des résultats de biomarqueurs, vous les mettez dans une IA et vous regardez, et après vous les faites analyser par un médecin, notamment micronutritionniste, et vous voyez un petit peu ce qui peut ne pas aller. Enfin, c'est hyper facile maintenant de se renseigner, d'aller faire ses propres recherches sur soi. Donc, et toujours mettre de la nuance. Voilà, c'est pas le savoir absolu dans l'IA, ça reste pas des médecins, mais écouter son corps. Écouter son corps. Bah écoute, merci beaucoup Lauriane. Peut-être avant de conclure, je dis toujours ça, mais j'ai toujours des questions qui me viennent. Mais parce que je regarde mes notes, alors je remettrai les liens de ton LinkedIn, ta newsletter, aussi ton podcast, Longevity Society. Peut-être juste, est-ce que tu as une ou des recos de livres où tu parlais de toutes tes recherches? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent et dont tu peux nous partager? Ça peut être une chaîne YouTube aussi, un bouquin. Ouais. Alors sur le sujet de la longévité, il y en a pas mal, mais je pense que des livres en fait fondateurs que tout le monde devrait lire, rien que pour comprendre peut-être le sens de notre existence. Il y en a 2, c'est des livres de philo. Il y en a un qui est hyper simple, enfin les 2 à vrai dire sont très simples à lire. Je pense que d'ailleurs c'est ce qui m'a conduit sur ce chemin. C'est le premier, c'est Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir, que je salue d'ailleurs. Et un autre que je ne peux malheureusement pas saluer aussi, il nous a quittés il y a fort longtemps, c'est Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. D'accord. C'est un peu mes bibles, et je pense que ça a fait voir la vie d'une autre façon. Je les ai lus relativement jeunes, et voilà, à lire, à relire.
Et le dernier livre, parce que je peux pas ne pas le citer, c'est un autre livre, je sais pas si vous le connaissez, enfin tu le connais d'ailleurs, Eckhart Tolle. Il est très connu pour le pouvoir du moment présent, mais son livre que je trouve le plus puissant, c'est Nouvelle Terre. D'accord. Et ça, c'est pareil. Ah oui. Ouais, ok, je vois. On m'en a déjà parlé. Mais Le pouvoir du moment présent, je l'ai lu, mais j'ai pas lu celui-là. Ouais. Nouvelle Terre. Ouais, Nouvelle Terre. Et après, pour des livres un peu plus santé, longévité, on mettra une petite liste, parce qu'il y en a quand même pas mal, avec les plus faciles à lire, les plus scientifiques, parce que j'en ai lu un paquet, donc du coup, ce sera intéressant. Plein de bonnes lectures santé. Bah écoute, merci beaucoup Lauriane. Merci à toi Juliette. Merci à toutes et tous pour votre écoute, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, vous le savez, c'est important pour moi. Je vous souhaite un merveilleux week-end et vous dis à vendredi prochain.